Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir choisi ma conférence. Je sais que la concurrence est rude en ce 80e. Le programme est très chargé. Donc je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent et qui j'espère va vous intéresser. On va parler évidemment des correspondances de guerre. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui va prendre de plus en plus d'importance à mesure que les vétérans nous quittent. Et je pense que ce sera l'avenir de la mémoire. En tout cas, ce sera notre dernière possibilité de trouver des témoignages inédits de la guerre et surtout des témoignages personnels qui vont raconter réellement ce qu'était la guerre. Et vous allez voir à travers différents exemples au cours de cette conférence que la réalité pour le soldat à l'époque est très différente de l'image qu'on se fait aujourd'hui, 80 ans plus tard, de tout cet épisode en fait du débarquement et de la bataille de Normandie. Il y a une sorte d'image d'Épinal, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, qui s'est créée avec les différentes commémorations, etc. Et on a tendance à oublier, finalement à perdre de vue ce qui était réellement l'expérience du soldat au front, et ça on le retrouve dans les correspondances. Mais vous allez voir que aussi on va l'aborder, trouver des témoignages intéressants dans les deux guerres, c'est pas simple. Pour différentes raisons qu'on va aborder. C'est des témoignages qui sont aussi rares, qui sont précieux. Voilà. Donc on va commencer par un petit extrait d'introduction qui est d'un soldat qui s'appelle le caporal Shorts. Donc j'ai ramené les lettres à chaque fois originales pour vous les présenter. Donc qui était dans l'aviation et qui écrit: il y a de nombreuses choses que je pourrais te dire si la censure le permettait, mais pour l'instant il faudra te contenter des descriptions faites par les journaux. Si seulement nous pouvions retranscrire sur papier ce que nous voyons, je suis sûr qu'il n'y aurait pas d'autre guerre avant de nombreuses années et même plus jamais. À chaque fois je vais vous présenter des extraits de lettres, je vais vous faire un commentaire. Alors il y a des choses intéressantes déjà qui sont dans ce très court extrait. Il parle de censure. Donc en effet, ça on va en parler. Les soldats ne pouvaient pas dire tout ce qu'ils voulaient pour plusieurs raisons, on va l'aborder. Et surtout ce qui est le plus important, c'est si nous pouvions retranscrire sur papier ce que nous voyons, il n'y aurait plus de guerre. C'est vraiment la difficulté aussi pour le soldat de raconter réellement l'expérience de la guerre, et est-ce qu'il a vraiment envie de la raconter. C'est le problème aussi auquel font face les vétérans aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes prêts aussi à savoir ce qu'est réellement l'expérience de la guerre. Et en effet, il y a d'autres témoignages qu'on verra à la fin qui nous montrent que finalement plus on s'intéresse à la guerre, plus on a envie de préserver la paix. Donc c'est aussi tout le sens de mon travail, c'est promouvoir finalement la paix en montrant ce qu'est l'horreur de la guerre. Voilà. Donc justement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire un petit retour justement sur mon parcours. Je vais essayer de faire court. J'ai découvert moi les plages du débarquement tout petit, et en fait ce qui est assez marrant, et là c'est là où la boucle est bouclée, c'est que ce musée, c'est mon premier souvenir de la Normandie. Je l'ai visité tout petit et j'étais marqué par la ruelle là qui est restée inchangée et qui m'a émerveillé. Ça et les croix blanches du cimetière de Colleville qui ont démarré pour moi toute cette passion et qui m'ont fait comprendre le sacrifice qui a mené à aujourd'hui notre liberté. Mais voilà, ça a commencé tout jeune. Comme tout le monde, en collectionnant des objets, des trouvailles de brocante, et voilà, un indispensable de tout collectionneur dans la Seconde Guerre mondiale, c'est le casque M1, le casque américain. Le problème, c'est que ces objets, ils parlent pas. Et en fait, ce casque, il est là. On voit une forme métallique sphérique qui présente 4 trous, en fait 2 impacts, et pas de nom à l'intérieur, pas d'insigne. On pourrait imaginer n'importe quelle histoire. Sûrement une fin tragique pour la personne qui le portait, et en fait pas du tout. En fait, personne ne portait ce casque au moment où il a été trouvé, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une histoire extraordinaire. En fait, c'est un casque qui a servi de leurre pour les snipers, comme ça se pratiquait souvent dans le bocage normand, au bout d'un fusil pour essayer de débusquer un tireur embusqué dans une haie. Voilà, et donc il a reçu 2 impacts, contraversés, trajectoire absolument rectiligne, il y avait rien dedans, donc tant mieux. Mais voilà, si j'avais pas eu l'histoire du fils du vétéran directement, ce casque n'aurait jamais eu la moindre histoire. Et c'est moi ce qui m'a tout de suite frustré dans la collection, c'est de ne pas pouvoir faire parler les objets.
C'est d'avoir des pièces qui restaient sur une étagère et qui pourraient, si elles pouvaient parler, raconter des histoires extraordinaires. Mais finalement, voilà. Et quand j'ai acquis le Graal, c'est-à-dire un casque très précoce avec un signe divisionnaire, le nom du gars à l'intérieur, son histoire, il a été tué en Hollande, etc. J'avais toujours cette frustration de ne pas savoir quelles avaient été ses dernières pensées, qui il était, pourquoi il s'est retrouvé en Europe, son parcours, qu'est-ce qu'il souhaitait pour nous, et voilà, et c'est pour ça que j'ai changé de thème de collection il y a déjà 20 ans, et je me suis concentré sur les correspondances de guerre. Donc là, l'idée c'est que j'ai commencé à me rendre compte que finalement on pouvait collectionner des bouts de papier comme on collectionnait des casques, et que j'ai commencé du coup à m'intéresser à ces lettres en découvrant du coup par la pratique toutes les difficultés, tous les obstacles que je vous détaillerai après pour trouver des courriers intéressants. J'en ai tiré ensuite différents ouvrages, donc Till Victory 1 et 2 qui sont sortis en 2018 et 2020. La veille de la fermeture des librairies en mars 2020, ça c'était un beau succès. Des prix, notamment le prix Stéphane Bern, le prix du Musée national de l'armée américaine aux États-Unis pour sa version anglaise, etc. Ce qui pour moi est une vraie satisfaction parce que je ne suis pas historien et je le répète sans cesse. Moi mon travail c'est raconter des histoires humaines, mais je ne me prétends pas historien. Je suis passionné d'histoire. Et du coup, avoir cette validation, quand on peut avoir un syndrome de l'imposteur, comme toute personne qui veut travailler par passion, mais qui n'a pas le diplôme qui va avec, ça m'a encouragé à continuer. Et du coup, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin, je me suis lancé dans le documentaire, parce que je suis vidéaste à côté, notamment de Missing Highlander, qui est sorti en 2022, et qui, à travers les lettres d'un soldat porté disparu en Normandie, m'a permis de me lancer dans une enquête incroyable, et rectifier une injustice, c'est-à-dire que ce soldat, en fait, il y avait une erreur dans la date de sa mort et il n'était pas présent sur le monument de son régiment dans le village où il a en réalité été tué. Et on a corrigé cette erreur l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière. Et on a ajouté du coup son nom au monument avec une grande fête de village, etc. Avec sa famille qui était présente, qui a fait le déplacement depuis l'Angleterre. Et ça, c'est pour moi une de mes plus belles, un des plus beaux moments de ma vie. Et par la suite, donc plus récemment, donc Till the Job is Done, qui est un projet un peu particulier parce qu'à la base c'était et ça en fait en cas pratique je vais vous expliquer comment j'ai travaillé sur ce livre à la fin de la conférence parce que c'est un cas très particulier, c'est-à-dire qu'à la base j'avais acquis 250 lettres de ce soldat en imaginant, parce que je sais maintenant que sûrement il y aurait rien d'intéressant à l'intérieur, que du contenu strictement familial, et que peut-être je trouverais une ou deux lettres qui pourraient être intéressantes pour les utiliser dans un futur livre. Et en fait, au fur et à mesure, je mettais des lettres de côté parce qu'elles étaient passionnantes, jusqu'à me retrouver avec une pile de lettres incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas l'inclure dans un projet, il faut qu'il ait son propre projet. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'est né le livre, où il y a toutes ces correspondances, et par la suite le film, où je me suis dit, et en parallèle, je vais me lancer sur ces traces de la Normandie jusqu'à l'Allemagne, pour découvrir tous les lieux qu'il a traversés, et du coup, faire le lien entre le passé et le présent. Voilà. Ensuite, Correspondance de guerre, une série que j'ai lancée récemment, qui peine un peu à décoller, je vous l'avoue, je ne sais pas trop si je vais continuer. L'idée c'était de partager sur les réseaux sociaux des courriers de temps en temps, mais ça me demande beaucoup de travail pour peu de vues actuellement, donc je préfère me concentrer sur la suite. La suite en réalité qui est un quatrième livre, tout à fait, qui est je pense mon projet le plus ambitieux à ce jour, et qui va aller chercher le meilleur dans le concept des 3 précédents bouquins, mais avec des témoignages. Du coup aujourd'hui j'ai développé une méthodologie que je vais vous exposer pour l'étude de ces sources primaires. Comment les exploiter et surtout comment trouver des lettres intéressantes, qui font que j'ai reconstitué une collection depuis le 2018 avec des témoignages absolument exceptionnels. Et je compte faire le livre de référence sur les lettres de soldats alliés, qui sortira, je ne mets pas la pression, mais peut-être 2026, quelque chose comme ça. En tout cas c'est à venir. Alors, j'ai fini de parler de moi. En fait, le point central de tout ça, le plus important, c'est ces hommes et ces femmes aussi. Il y a quelques femmes dans ces ouvrages. L'idée, c'est que moi, ce qui m'a tout de suite intéressé, ce qui m'a interpellé, c'est que ces soldats, c'était pas des soldats au sens où on l'entend aujourd'hui. C'était pas des militaires de carrière.
c'était des civils en uniforme en fait. C'était des jeunes gars. On en a aussi une image qui est faussée par Hollywood, par le cinéma. On voit dans Il faut sauver le soldat Ryan un Tom Hanks qui doit avoir déjà la quarantaine, ou pire un John Wayne dans Le jour le plus long. En réalité, ces gars, ils avaient 18, 19, 20 ans. Les plus vieux, ils avaient 24, 25. Et à ce niveau-là, ils étaient déjà officiers, ils commandaient toute une compagnie. Donc en fait, c'était des gamins. Il n'y a pas d'autre mot, c'était des gamins. Et surtout, c'était des gens qui n'avaient pas demandé à être là en fait. Qui avaient été jetés dans un des conflits les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité, et qui au final étaient des hommes ordinaires qui devaient faire face à des faits, des choses extraordinaires. Et tout ce que tout mon travail, c'est essayer de comprendre quelles ont été leurs pensées, pourquoi ils étaient là, quel était leur quotidien, et étudier finalement la Seconde Guerre mondiale non pas à travers des chiffres, des dates, des statistiques, mais vraiment par des expériences humaines et des mots, des témoignages qui avaient en fait pas forcément vocation à être publiés, mais qui étaient dans une sphère privée, et du coup qui étaient forcément beaucoup plus intéressants pour moi. Il faut savoir que le courrier, c'était le seul lien du soldat avec sa maison. Et forcément, il avait le cafard. Donc le courrier, c'était aussi important pour le soldat que la nourriture, que l'eau. C'était essentiel pour son moral. Et forcément, il y avait un très grand nombre de lettres qui étaient envoyées. Là, par exemple, alors il y a assez peu de statistiques, assez bizarrement sur ça, sur les échanges de lettres, parce que c'est difficile à traquer. C'était dans des quantités tellement énormes. Mais on sait que, par exemple, pour la seule année 1945, il y avait plus de 10 milliards de lettres envoyées uniquement pour l'US Army. Donc, on réalise l'ampleur de ces échanges de courriers. À ce point, dans la guerre, il y avait 16 millions de soldats qui avaient servi dans les forces américaines, donc ça représente un sacré paquet de lettres. Forcément, quand on se dit qu'ils cherchaient à écrire, alors en fonction de s'ils étaient vraiment en première ligne ou un petit peu à l'arrière, mais il y avait des soldats qui écrivaient tous les jours. Donc voilà, en moyenne, ils écrivaient plutôt une fois par semaine, en tout cas quand ils le pouvaient. Et du coup, ça faisait tellement de courriers qu'ils ont dû inventer des systèmes un petit peu différents pour pouvoir permettre la correspondance entre les familles, notamment le concept de V-mail. Tout le monde sait ce qu'est un V-mail ? Non ? Alors en fait voilà, un V-mail c'est ça. Donc en fait à la base ils ont des kits de correspondance. Alors ça c'est un kit de correspondance civile mais que les soldats pouvaient se faire envoyer depuis la maison. C'est tout simplement le courrier classique qu'on connaît avec l'enveloppe, la lettre qu'on glisse à l'intérieur, envoyé par avion. Le problème c'est que ça pèse lourd, c'est perdu. Les courriers, des fois les avions sont abattus, donc tous ces courriers sont perdus. Et en fait, ils ont trouvé un système pour faciliter tout ça. Donc, c'est le V-mail, qui est en fait inspiré du système d'Airgraph, en fait, qui a été inventé par les Britanniques. Et c'est un formulaire qu'on doit remplir, donc qui est recto verso. Donc, il y a l'adresse du destinataire, de l'expéditeur, et en fait, il faut écrire dans ce cadre. Rentrer encore une fois expéditeur destinataire. Ici il y a un petit espace pour le censeur. Et l'idée c'est que on doit écrire gros lisiblement parce que ce formulaire va être photographié, reproduit sur des microfilms, donc des bandes de microfilms qui peuvent contenir jusqu'à 1700 lettres et qui vont être ensuite expédiés par avion, encore une fois, et imprimés sur le pays, au pays de destination sur de plus petites feuilles qui font cette taille-là. Donc en fait, vous voyez déjà la différence entre le formulaire original et le courrier imprimé, qui est remis au destinataire dans une petite enveloppe marron. Voilà. Donc l'idée, c'est gagner du poids, gagner en sécurité. Si l'avion vient être abattu, la bobine est perdue, c'est pas grave, on a toujours les originaux, on peut toujours les refotographier. Ils sont censurés comme les lettres classiques, mais ça permet de gagner du temps, gagner du poids, donc évidemment aussi permettre de préserver des ressources pour d'autres choses en voie de troupes, etc. Donc voilà, le V-mail ça a été une petite révolution, on n'en est pas encore aux emails mais c'est déjà une petite révolution pour l'époque, qui était détestée quand même par les soldats parce que pour le coup on perd vraiment le lien avec la maison. Le soldat pouvait pas recevoir un peu de parfum de sa femme sur le papier ou une trace de rouge à lèvres sur l'enveloppe qui fait toujours plaisir quand on est à l'autre bout du monde à recevoir des obus sur le coin du nez à longueur de journée. 1 milliard de V-mails qui sont envoyés entre juin 42 et novembre 45. Quand je vous ai donné les chiffres tout à l'heure de courriers envoyés pour la seule année de 45, on voit quand même que le V-mail avait moins de succès.
Pourquoi? Parce que tout simplement, l'autre bout, il recevait un truc mal imprimé avec des pattes de mouche illisibles et que ça plaisait à personne. Et on voit ici, en fait, sur cet exemple, ça c'était en fait un Vmail publicitaire, mais ici, le microfilm. Donc quand vous faites ça en comparaison avec la taille d'un Vmail original, vous comprenez pourquoi on pouvait en mettre 1700 sur une bobine. Voilà. Alors pourquoi les lettres? Pourquoi c'est si intéressant? Il y a 3 intérêts en fait pour les lettres. Il y a l'intérêt physique parce que c'est des reliques, mine de rien, ça reste des beaux objets en eux-mêmes. Historique parce qu'on a des fois des anecdotes, vous allez voir, qui sont inconnues des historiens et qui ressortent comme ça de ces sources-là. Et émotionnel parce que quand elles sont remises dans leur contexte, elles prennent une autre dimension. Donc quelques exemples. Cette lettre, par exemple, qui est ici, qui a été écrite. Alors vous voyez aussi la difficulté dans mon travail des fois de devoir déchiffrer des écritures d'officiers britanniques. C'est pas le pire, hein, je vous assure, mais je crois que je comprends mieux mon médecin des fois que certains officiers. Ici, c'est une lettre qui a été écrite, comme indiqué là, le 5 juin 1944. Chère maman, cher papa, juste une petite ligne dans le bateau avant le grand spectacle. Je suis en bonne compagnie, etc. Et demain, je vais bien et demain vous lirez tout dans les journaux et je rentrerai à la maison, etc. C'est une lettre qui a été écrite par un officier du 2e Warwickshire Regiment qui en fait a débarqué le 6 juin sur Sword et qui sera blessé plus tard à Caen. Mais en fait, le simple fait de se dire que cette lettre, elle a été écrite pendant le débarquement, dans le navire qu'emmenait cet officier sur la plage, ça en fait finalement un objet absolument exceptionnel. Donc moi je m'y retrouvais en termes en tant que collectionneur dans ce côté lien physique avec le passé. Pareil, lien physique avec le passé, mais pour le coup beaucoup plus émouvant. C'est cette lettre du soldat Leonard Wood, qui lui était dans la 7e division blindée. Et cette lettre, c'est la dernière lettre qu'il a jamais écrite à sa femme. En fait, il va être tué quelques heures après l'avoir écrite. Elle va être envoyée, elle sera même pas censurée en fait. Elle va être envoyée avec ses affaires personnelles. Et en fait, ça veut dire qu'il l'a portée au moment de sa mort. Donc c'est pareil, c'était en plus, c'est une simple lettre d'amour. Sans savoir qu'il a été tué au combat, ça reste une lettre d'amour, mais elle prend une autre dimension quand on sait que finalement c'est la dernière qu'il va écrire à sa femme. Et surtout que quand on la lit, il lui dit écoute, j'ai pas le temps, en fait il est en plein combat, il s'approche de Villers-Bocage, on sait ce qui s'est passé à Villers-Bocage, et en fait il lui dit j'ai pas le temps, mais dans la prochaine lettre je répondrai à toutes tes questions. Évidemment il y répondra jamais. Donc ça permet de raconter des histoires d'hommes qui n'ont jamais pu raconter leur histoire et de leur rendre hommage également. Ensuite, d'autres présentent vraiment des traces physiques du combat. Là ici on est sur la lettre d'un soldat de la 4e division qui est en Allemagne, un soldat américain. Et en fait ce qui est particulièrement intéressant, alors là ça ressort particulièrement sur le scan, mais en vrai vous voyez c'est quand même beaucoup moins visible, mais l'enveloppe est tachée de boue. Et il parle lui-même en fait des conditions du terrain. Il dit voilà que la neige a fondu et qu'en fait il a jamais vu, il aurait jamais pensé qu'un endroit pouvait être si boueux. Et c'est passionnant de voir en fait de la boue du champ de bataille sur une enveloppe. Ça nous connecte encore une fois au passé, à l'histoire. Et alors là, ça c'est une acquisition récente qui sera dans le prochain ouvrage, mais qui pour moi est, c'est absolument extraordinaire. J'avais jamais vu ça en 20 ans de collection de lettres. C'est une lettre qui est transpercée par un éclat d'obus. Alors très petit, hein, parce que là, vous voyez, là ici on est zoomé, mais vous voyez qu'en taille réelle, c'est extrêmement petit. Ça reste mortel. Il suffit qu'il atterrisse au mauvais endroit. Vous savez qu'un obus, quand il éclate, il se disloque en milliers de morceaux qui partent à des vitesses ahurissantes et qui peuvent, en fonction de la taille de l'éclat, vous couper en deux. Cet éclat, il était incandescent parce qu'en fait, tout le papier autour est brûlé. Et en fait, comment on sait que c'est un éclat? Parce que le soldat le dit tranquillement dans sa lettre. Donc il est en Italie, c'est un gars de la 34e division Red Bull, qui est dans l'artillerie et qui parle justement du fait qu'ils sont aux trousses des Allemands et qu'il leur envoie des obus à longueur de journée, mais que les Allemands répliquent.
Et là, il écrit tranquillement, il est en train de parler, il raconte sa vie, etc. Puis d'un coup, il s'arrête et il met entre parenthèses « Les Krauts viennent de nous lancer un obus ». Il ferme la parenthèse et puis il reprend sa correspondance. Donc c'est à la fois un objet qui est passionnant, parce que c'est une relique du combat, elle a été écrite en pleine action, mais en même temps, ça montre aussi l'état d'esprit du soldat qui en fait est là depuis des mois et que finalement les obus ça devient la routine et que c'est pas ça qui va l'empêcher de finir sa lettre en fait. Donc c'est génial d'avoir ce genre de témoignage. Et après on en a des encore plus intéressants historiquement parlant. Et là typiquement cette lettre, c'est une lettre d'un soldat de la 2e DB qui libère Paris. Et on peut retrouver du coup dans des correspondances de guerre des témoignages absolument inconnus des historiens. Donc c'est un soldat, enfin c'est un officier qui s'appelle Bonafou, André Bonafou, et qui raconte à la famille anglaise qu'il avait hébergée avant son débarquement sur Utah, la libération de Paris, donc plusieurs mois plus tard, la lettre est datée du 10 octobre 44, mais il raconte du coup en détail ce qu'il a vécu pendant la libération. Et il y a une anecdote qu'il raconte, donc là je vais vous lire l'extrait qui suit. Donc, lors des combats pour la libération de Paris, un char du régiment se trouvait à l'entrée de la place de la Concorde face à l'hôtel Crillon, un des monuments célèbres de Paris. Les combats avaient ceci de particulier que la population parisienne était heureuse de nous prêter main forte et s'appliquait à renseigner le mieux possible nos cuirassiers. Comme des rafales de mitrailleuses atteignaient notre char, un vieux monsieur, peut-être un vieil officier général, attira l'attention du tireur en lui disant à peu près ceci. « Oh mon jeune ami, voyez-vous, c'est encore et toujours cette 5e colonne. Je pense que vous savez ce qu'est la 5e colonne qui fut tellement funeste à nos armées en 40. Il s'agit en réalité d'éléments ennemis déguisés sous des travestis plus ou moins civils. Le chef de char à ces mots jette un coup d'œil rapide sur l'hôtel Crillon, inspecte attentivement chacune des colonnes qui décorent la façade, puis brusquement se tournant vers le tireur, à mon commandement, en face de nous, un hôtel, sur la façade, des colonnes, à partir de la droite, la 5e. 1, 2, 3, 4, 5, aussitôt près sur la 5e, feu. Et c'est ainsi qu'un canon de 75 mm démolit la colonne numéro 5 de l'hôtel Crillon, ce qui n'avait grâce à Dieu rien à voir avec la 5e colonne. J'ai essayé de faire des recherches là-dessus, j'ai rien trouvé. Donc en fait, toujours, quand on étudie l'histoire, l'idée c'est de vérifier ses sources, on va en parler justement, et d'essayer de vérifier, parce que évidemment, dans les lettres, on a beaucoup de rumeurs, des choses qu'on entend dire, etc. Surtout qu'ils cherchaient à se renseigner. La plupart des soldats ne savaient même pas où ils étaient la plupart du temps, donc ils cherchaient à se renseigner du mieux qu'ils pouvaient, et il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient. Là, on a un témoignage du coup direct, mais moi je voulais voir par moi-même. Donc je me suis rendu à Paris, je suis allé voir ce fameux hôtel Crillon, et j'ai fait pareil, à droite. 1, 2, 3, 4, 5, feu. Elle est nickel. J'ai regardé de près, elle est nickel. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui la distingue des autres colonnes. Mais comme j'avais aucune autre source, j'ai pas pu vraiment vérifier. Je me suis dit, ok, c'est cool, ils l'ont refait à l'identique, c'est très bien. Puis après en fait je suis en train de travailler sur le prochain correspondance de guerre qui sortira pour la libération de Paris et du coup j'ai regardé les images d'archives et là image d'archives américaine que j'avais jamais vue encore, c'est l'image suivante. Et bien en fait je me suis gouré de parties parce que clairement là il y a une 5e colonne qui manque à partir de la droite, mais pas du bout de l'hôtel comme je pensais, mais uniquement de la partie centrale. Et évidemment, il n'y a pas de légende. En fait, c'est juste un film de l'US Army qui raconte, qui présente les dégâts après la libération de Paris. Donc, on voit des carcasses de chars, de choses fumantes encore un peu partout. Mais il n'y a rien qui raconte cette anecdote. Voilà. Et sauf que je reconnais l'hôtel, je reconnais avec notamment ici les petites décorations et tout. Je compare. Je me dis mais c'est celle-là en fait. Voilà. Donc du coup, on la voit sur la prochaine photo et en effet, on voit toujours rien parce qu'en fait, elle a été très bien refaite. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a la confirmation que on sait que la 5e colonne de l'hôtel Crillon a bien été détruite, on sait dans quelles circonstances et l'histoire elle est assez rigolote. Voilà. Et ça sort complètement par hasard du coup d'un témoignage qui aurait pu juste disparaître, mangé par les souris dans un grenier. Parce que ça arrive, j'ai des lettres qui sont complètement bouffées par les souris. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, donc tout l'intérêt des lettres, vous le voyez, il est multiple. Mais surtout, c'est quand on s'intéresse réellement à l'histoire de ces hommes, on rentre dans un type de témoignage qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui en fait. Pourquoi ? Parce qu'on est dans du témoignage qui est réellement sincère, spontané,
qui se fait dans une, voilà, dans la, comment dire, c'est des témoignages qui n'avaient pas du tout vocation à être publiés en fait. Donc ça, je vais vous expliquer pourquoi je les ai publiés du coup et comment. Mais on a des témoignages qui sont absolument uniques et forcément aujourd'hui, quand on interroge un vétéran, il nous raconte ce qu'il veut bien raconter. À l'époque, comme vous le faites aussi quand ça va pas bien, vous parlez à votre mère, à votre femme, à votre sœur, à des gens en qui vous avez confiance et quand vous vivez un événement traumatisant comme eux le font chaque jour, vous avez besoin de vous confier et malgré la censure, des fois, la charge est trop lourde, vous le faites. Donc l'idée, pour moi, c'est de trouver ce genre de témoignage qui va raconter vraiment le quotidien du soldat comme il était. Donc, quelques exemples, typiquement sur, par exemple, la peur. Donc là, on a un soldat que j'ai laissé anonyme parce que je n'ai pas encore retrouvé sa famille. Donc pour l'instant, je ne donne que son nom et sa division. Oui, papa, nous devrons refaire une bonne vieille chasse au canard quand je rentrerai. Au moins, c'est plus à mon goût que la chasse aux Allemands. Maman, tous les gars ont peur quand ils se battent. Certains surmontent leur peur, d'autres ne le font que lorsque la bagarre est terminée. J'ai eu peur moi aussi, mais en général, je m'en remets et je me fâche. Il est vrai que je n'ai pas participé aux affrontements au corps à corps auxquels se livrent les compagnies en première ligne. Ce sont eux qui ont le droit d'avoir peur. Quiconque n'a pas peur est un menteur ou un fou. Il est naturel d'avoir peur de tout ce qu'on ne peut pas voir quand on sait qu'à tout moment on peut être déchiqueté ou tué. Oui, je dors bien et le bruit ne me dérange plus, sauf si des obus atterrissent tout près de nous. Donc c'est un soldat qui écrit en fait depuis La Haye du Puy. Pour ceux qui connaissent le secteur et l'histoire de la 79e division, c'est là-bas, cette unité a perdu de nombreux hommes. Et il parle du coup des combats dans le bocage normand, et notamment de la peur, parce que c'était un combat de jungle, où vraiment on pouvait pas voir à l'autre bout du champ, et du coup les snipers, voilà, on était vraiment sur une chasse au canard presque, justement pour les GIs. Donc voilà, c'est intéressant de trouver des témoignages justement sur ce que ressentaient les soldats, parce qu'aujourd'hui on a cette image, alors aujourd'hui un peu moins, mais c'est vrai que dans les films un peu plus anciens, on présente toujours le GI comme un Rambo qui part à l'assaut des plages avec le couteau entre les dents, alors qu'en réalité c'était pas ça du tout. C'était vraiment des gamins qui étaient terrifiés et qui essayaient juste de voir la journée suivante en fait. Et ça, ils en parlent parce que souvent leurs parents leur demandaient est-ce que ça va, est-ce que t'as pas trop peur, voilà. Imaginez une mère de famille qui sait son petit à l'autre bout du monde au combat, forcément elle s'inquiète, voilà. Et donc il y a deux manières de réagir. Soit on dit ouais tout va bien, il fait beau et tout, ce que faisaient la plupart des soldats, soit des fois on a besoin de se livrer. Lui c'était son cas. Ensuite, on a des témoignages sur ce que les soldats peuvent voir au quotidien et c'est pas beaucoup plus rose. Ici, Henry Kuhkorn, en Allemagne, qui écrit « J'ai parfois l'impression en te lisant que je fais tout de travers, je ne peux pas t'en vouloir comme vous les civils êtes dans l'ignorance la plus totale de ce qui se passe et nous militaires ne pouvons pas vous dire quoi que ce soit à cause de la censure. Donc, évidemment, tu développes tes propres opinions sans savoir ce à quoi nous sommes confrontés à part ce que les journaux ont le droit de révéler. Alors chérie, fais preuve de patience avec moi et si parfois quelque chose semble clocher dans mes lettres, c'est probablement parce que je suis fatigué et irritable et que j'en ai ras-le-bol de tout ça, ou peut-être que quelque chose s'est mal passé ce jour-là. Ces histoires sur les atrocités allemandes sont vraies et pas de la simple propagande. Ces Allemands ne sont pas des tendres. L'autre jour, j'ai vu les restes d'une petite fille étalée sur tout un pan de mur d'une maison et sur le trottoir, après qu'elle ait joué avec un obus non explosé qu'elle a dû trouver quelque part. La femme qui vivait dans la maison est sortie nonchalamment avec un balai et a commencé à nettoyer ses fenêtres et son porche sans la moindre expression de tristesse ou de regret. Apparemment, ces Allemands sont habitués à ce genre de choses et ça ne leur fait plus rien. Voilà le genre de scène auquel étaient confrontés les soldats, mais tout au long de la guerre, et on peut comprendre le traumatisme de certains à leur retour à la maison. Voilà. Donc ça, typiquement, on peut s'étonner de voir ce genre de témoignage passer entre les mailles du filet de la censure, parce qu'on voit clairement que le moral est pas bon chez cet homme. Mais ça, on en reviendra à la censure, elle est loin, très loin d'être infaillible. Ensuite, un autre témoignage, cette fois-ci d'un Britannique, famille que j'ai retrouvée il y a 2 semaines, donc j'ai pu dévoiler son nom, qui arrive en Normandie fin juin en tant que remplaçant et qui va intégrer la 51e division Highland. Eh bien ma chérie, c'est enfin arrivé, comme tu peux le voir. Dire que je suis malheureux n'est pas vrai, mais dire que je suis vraiment heureux est loin d'être le cas. Je suis en bonne santé et même si je ne suis pas d'excellente humeur, je suis loin d'être abattu.
Il ne sert à rien de se plaindre car il faut bien faire le boulot. Et même si cela nous semble pas très juste que nous, qui venons de rentrer du Moyen-Orient, soyons parmi les premiers à être envoyés ici, on ne peut rien y faire, alors autant essayer d'en tirer le meilleur parti. Nous avions un petit garçon dans la tente hier soir qui demandait tout ce qu'il pouvait obtenir et c'était risible d'entendre un camarade s'efforcer de poser une question en français, puis le garçon répondre calmement en anglais. Il n'avait que 9 ans mais semblait avoir une bonne connaissance de notre langue. Les enfants semblent tous très réticents à dire quoi que ce soit sur les Allemands et d'après ce que j'ai pu comprendre, les rumeurs sont plutôt vraies au sujet de ces tireuses d'élite françaises. On va y revenir après. J'ai du mal à suivre leur raisonnement qui les rend anti-anglais. Dans certains cas, une femme avait épousé un soldat ennemi, donc je suppose que si le mari se fait tuer, ça lui causera beaucoup d'amertume envers nous. La nuit dernière, nous pouvions entendre un tir de barrage presque aussi intense que celui du 24 octobre 42 dans ce fameux endroit appelé Alamein. Ne serait-ce pas formidable si cet homme stupide appelé Hitler était assez raisonnable pour plier bagages et que le travail puisse être considéré comme accompli ? Ce n'est qu'un vœu pieux, une fois de plus, n'est-ce pas ? Il y a plein de choses intéressantes dans ce témoignage, qui est très très révélateur de l'état d'esprit des soldats britanniques, notamment, qui pour certains se battent quand même depuis 1939. Personne ne s'est battu aussi longtemps que les Britanniques, la plupart sont rincés, c'est typiquement le cas de la 51e division Highland qui a fait des miracles dans le désert mais qui en Normandie va avoir des performances assez décevantes parce que les gars ils ont plus de jus du tout. Et voilà, lui s'est battu à El Alamein, il a déjà de l'expérience. Il va arriver en tant que remplaçant, mais c'est pas comme les remplaçants américains qui arrivent tout frais des États-Unis. C'est des gars qui sont réutilisés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à en tirer en fait. Donc il est déjà au bout du rouleau alors qu'il vient tout juste de débarquer en France. C'est terrible, mais c'était la réalité pour beaucoup de soldats britanniques. Donc ça, c'est ce qu'il présente dans le premier paragraphe. Le deuxième, c'est une petite anecdote rigolote. Le plus intéressant, c'est le troisième. Il parle des tireuses d'élite françaises. Ça vous parle, ça ? Est-ce que ça parle à une personne ? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça ? Oui, on a parlé. Personne ? Ça met en lumière comment notre mémoire, comment aujourd'hui on raconte une histoire en fait du débarquement et de la bataille de Normandie qui est très éloignée de ce qu'elle était à l'époque. Et en fait, cette histoire de tireuse d'élite française, je l'ai entendue, je l'ai dans 4 ou 5 lettres de soldats différents. Et pas que dans le secteur britannique, j'ai un Américain qui raconte la même chose. Et c'est des témoignages directs. Et en fait, mais c'est ce qu'il dit est vrai en fait. Dans la plupart des cas, c'était une Française qui qui a eu une relation, qui était tombée amoureuse d'un soldat allemand et qui finalement prenait les Alliés pour des ennemis. Et quand celui-ci s'est fait tuer, elle a décidé de se venger, de prendre une arme et puis de tirer sur les envahisseurs alliés. C'est à des années-lumière de cette histoire qu'on raconte. On parlait d'images d'Épinal, c'est exactement ça. Des civils qui accueillent les soldats avec des beaux drapeaux et qui jettent des fleurs sur les véhicules, ce qui a eu lieu. Mais il faut comprendre aussi que dans la guerre, évidemment, toute guerre est sale, que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir et que la réalité pour les civils, ça vous le savez, si vous êtes tous normands, c'est que beaucoup avaient énormément perdu dans les bombardements alliés. La libération était accueillie aussi avec une certaine amertume parce que certains avaient perdu leur foyer, des membres de leur famille, sous les bombes alliées. Donc forcément, les libérateurs, la joie de la liberté retrouvée, mais voilà. Et pour certains, ils avaient perdu encore plus parce que du coup, il y avait une véritable haine en fait. Voilà. Malheureusement, ça rentre pas dans l'histoire qu'on raconte aujourd'hui. Dans les commémorations qui est très lisse, très belle, très vous voyez là dans le cadre de ce 80e, c'est des balles, c'est des danses, c'est des feux d'artifice, c'est des barbecues. À l'époque, ça sentait pas la saucisse grillée dans les champs normands. Ce que racontent les soldats, c'est l'odeur de corps en décomposition partout. Parce qu'il y a des corps qui traînent à chaque bout de champ, des bêtes éventrées partout, et c'est l'odeur qui marque les vétérans à vie. Et même encore, quand on parle aujourd'hui de la guerre, des vétérans, souvent ce qui leur revient en mémoire, la première chose qui leur revient en mémoire, c'est l'odeur de la guerre. Donc ça, c'est le genre de témoignage qu'on retrouve dans des lettres et que finalement, on raconte plus vraiment dans les livres d'histoire parce que aujourd'hui, on raconte une histoire qui est devenue la version la plus communément admise parce que c'est la plus agréable à entendre. Et même si on parle en effet du sacrifice, etc., mais on ne cache pas le fait que ça a été une tuerie, on oublie quand même que pour personne, ça a été une belle aventure hollywoodienne.
Voilà. Et là, pareil, là c'est un témoignage aussi moi qui m'a beaucoup marqué, on va y revenir après. Donc James McPherson de la 3e division canadienne qui écrit « Tout va bien dans ce monde, si ce n'est le fait qu'il y a encore des Allemands qui y vivent. Mais je peux vous assurer qu'ils sont moins nombreux qu'il y a 3 jours. Nous y sommes tous pour quelque chose. Certes, les Français semblaient très heureux de nous voir. Ils ont recouvert mes hommes et mes véhicules de fleurs. Il y a eu beaucoup de pleurs, de rires et de grands gestes, un peuple émotif que les Français. Mais j'ai peu de sympathie pour eux. Ils sont responsables de la plupart de leurs malheurs. Je les plains, mais je ne suis pas très ému pour leur sort. Pas comme certains autres, que l'Allemagne avait écrasés, mais dont l'esprit n'a jamais été brisé. Pourtant, je ne me sens pas du tout comme un croisé libérant des gens martyrisés. Je ne suis qu'un soldat canadien qui fait un travail qui doit être accompli avant que le Canada ne puisse être en paix. Si dans le cadre de ce travail nous aidons le peuple français, je pense que c'est une simple circonstance et non la raison pour laquelle nous sommes venus ici. » Alors c'est un témoignage qui nous heurte forcément, qui nous vexe un peu, et c'est surtout que voilà, moi j'ai une affection très particulière pour les Canadiens. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les Canadiens qui ont été en Normandie ou même en Italie ou ailleurs en Europe étaient tous volontaires pour être là. L'armée canadienne avait cette spécificité de n'envoyer à l'étranger que des soldats qui le voulaient bien. Donc on a cette reconnaissance envers les libérateurs canadiens parce qu'ils étaient vraiment là pour libérer leurs cousins d'outre-Atlantique, même si on peut nuancer en disant que la plupart avaient quand même beaucoup envie d'aventure et n'étaient jamais sortis de leur petite ferme au fin fond du Canada. Mais voilà, en fait, de quoi il parle, James McPherson, donc, qui écrit depuis la Normandie alors attendez la date, 11 juillet 44. Donc pas très très loin de Caen. Il écrit, en fait, il fait référence évidemment à ce qui a été signé en 40 avec Pétain, donc une certaine rancœur envers ça, le fait que le Royaume-Uni en revanche lui n'a jamais cédé et que finalement c'est aussi grâce au fait que la Grande-Bretagne a pu résister, notamment avec la bataille d'Angleterre et puis le combat qu'elle a continué de mener en Afrique, que le débarquement en Normandie a pu avoir lieu. Parce que s'il n'y avait plus de point de départ en Europe de l'Ouest, tout ça aurait été impossible. Mais de toute façon, ça, on en revient au sentiment anti-anglais aussi qu'il y a eu dans la lettre précédente. Les Anglais qui ont été évacués à Dunkerque, pareil, ça a été vécu comme une trahison pour les Français. Donc on a une certaine, puis Marcel Kébir, on pourrait aller encore beaucoup plus loin on est très très loin de aujourd'hui l'histoire simplifiée qui n'est pas fausse, mais que les Canadiens étaient vraiment venus là volontaires pour nous libérer et qu'ils étaient heureux de c'était des jeunes gars pareil qui avaient un boulot à faire et ça c'était pas toujours une partie de plaisir. Et puis surtout ils avaient leurs propres opinions qu'ils n'hésitaient pas à confier dans une lettre. Je doute que si James McPherson était toujours en vie aujourd'hui, il tiendrait ce discours au musée de Juno Beach. Ça m'étonnerait beaucoup. Et justement, parlons-en, s'il était encore de nos jours aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que son témoignage, il aurait été très différent. Parce que voilà, ces témoignages qu'on a dans les lettres, ils sont vraiment révélateurs de l'esprit de l'époque, donc voilà, il faut toujours resituer dans leur contexte pour essayer de comprendre pourquoi James McPherson a dit ça. Ah ouais, mais ok, à l'époque, on pensait ça, il venait de se passer ça, etc. Mais surtout, avec le temps, la mémoire, elle est déformée. On a des vétérans qui finalement... C'est pas du tout, je veux pas du tout dire de mal des vétérans, au contraire, mais c'est humain, c'est des êtres humains également, et voilà, et parfois il peut y avoir un mélange entre des souvenirs des choses qu'ils ont pu voir dans des films, ou même ils sont influencés aussi par cette mémoire qui raconte une histoire qui peut être un peu différente de la réalité, et puis forcément 80 ans plus tard on oublie certains détails. Et puis il y en a certains qui ont aussi un besoin de reconnaissance. Donc là, par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet homme. Oui, George Klein, qui était un homme adorable, que j'ai eu la chance de pouvoir entendre raconter pendant 2 heures son débarquement à la pointe du Hoc avec le 2e Rangers. Débarquement qu'il n'a jamais fait. Pourquoi il l'a jamais fait? Parce qu'en fait, il a été blessé à l'entraînement et qu'en fait, il a passé le jour J à l'hôpital. Ça a été révélé, ça a été, sur les réseaux sociaux, il s'est fait, c'était très très triste à voir, mais encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte, comprendre, c'était un véritable vétéran, il avait embelli son histoire, il l'avait transformé,
Mais il a réellement été blessé avec la 5e division dans l'Est, une campagne qui est oubliée du grand public, alors qu'elle était tout aussi terrible que la bataille de Normandie, à certains égards même parfois pire. Mais c'est pas une unité aussi populaire que les Rangers ou les Paras, les unités qu'on a pu voir dans Il faut sauver les soldats Ryan ou Band of Brothers. Et du coup, il avait envie d'avoir son quart d'heure de gloire, je pense, et être accueilli comme une rockstar, comme beaucoup de vétérans d'unités populaires en Normandie. Et peut-être un mensonge en entraînant un autre, il est rentré dans une spirale infernale qui lui a fait raconter une histoire qui n'était pas la sienne. Et en fait, plutôt que de rejeter la faute sur lui, je pense que nous sommes responsables de ça, de par la mémoire qu'on veut raconter, enfin voilà, de l'histoire qu'on veut raconter et ce qu'on veut mettre en avant de cette guerre. Et mettre toujours sur un piédestal les unités d'élite, etc. Alors qu'en fait, c'était tous des jeunes gars qui venaient faire leur boulot et certains n'ont pas du tout eu la reconnaissance qu'ils méritaient. Et je pense que c'était le cas de ce pauvre homme qui est mort quelques mois, je crois, après que l'histoire soit révélée, sûrement dans un état d'esprit peut-être soulagé, mais peut-être aussi très blessé de l'accueil qui lui a été réservé par la suite. Mais voilà, il y a beaucoup de questions à se poser sur notre manière de traiter ces histoires humaines de vétérans, avec le prisme qu'on a, nous, de civils et surtout dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Alors revenons aux lettres et les raisons pour lesquelles c'est des témoignages qui sont aujourd'hui peu exploités. Parce qu'en fait, moi je suis rentré là-dedans en me disant ouais, c'est super, je vais trouver des témoignages inédits, ça va être génial. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que je le pensais. Pour plusieurs raisons. La première, c'est la censure. Donc, ouais. Alors ça, c'est une lettre qui a eu de la chance parce qu'elle est quand même parvenue en un seul morceau. C'est une lettre qui raconte le débarquement en Afrique du Nord d'un soldat de la 3e division d'infanterie américaine et qui explique eh bien, me voilà maintenant en Afrique quand même. Après avoir été dans une bataille pour prendre 2 villes appelées voilà. Et en fait, bon, ce qui s'est passé là, c'est assez classique, hein, c'est que il n'a pas le droit de révéler en fait l'endroit précis où il est. Il n'a pas le droit, en théorie, hein, je dis bien en théorie, il n'a pas le droit de révéler les troupes en présence, l'état de son matériel, son moral, l'état de son moral. De ses copains, voilà, les endroits par lesquels il est passé, en fait, tout ce qui pourrait donner des informations à l'ennemi si le courrier venait à être capturé. Et dans ces cas-là, du coup, ça passe par plusieurs films, mais 2 principaux, 3, allez, l'autocensure, la première fois, non, ça on va en parler après, mais la censure par son officier, donc qui lui va, en fait, à la fin de la journée, devoir censurer une pile de courriers comme ça dans son foxhole, donc ça fait pas mal de lectures, après une journée de combat, c'est peut-être pas trop ce qu'on a envie de faire, donc voilà, il y en a qui faisaient les choses sérieusement, il y en a qui faisaient forcément un petit peu en diagonale, et c'est le premier trou dans la raquette qui nous permet quand même d'avoir des témoignages aujourd'hui intéressants. Et ensuite, une deuxième censure au moment où les courriers étaient envoyés. Là, c'était un petit peu comme pendant la Première Guerre mondiale, des courriers qui étaient sélectionnés au hasard et qui étaient relus une seconde fois pour assurer un petit peu plus de sécurité. Mais normalement, voilà, ils étaient tenus de respecter ces règles. D'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, après la guerre de Corée, ils ont carrément arrêté en fait de faire ça parce qu'ils se sont dit que voilà, ça prenait quand même beaucoup de temps, beaucoup de ressources et que finalement, ouais, c'était peut-être pas si essentiel. Mais à l'époque, on pouvait pas raconter ce qu'on voulait. Voilà. Ensuite, faut savoir que ça n'a pas été mis en place tout de suite. Il a fallu quelques jours de délai, ça se compte en jours, hein. Mais en fait, du tout début 42, fin 41, jusqu'à juin 45, la censure était en place. Ce qui fait que les courriers, on a beaucoup de courriers très intéressants qui sont juste avant la mise en place de la censure et juste après la mise en place de la censure. Souvent, les lettres, on a tendance à bouder les lettres qui sont datées de juin 45 parce que voilà, si on s'intéresse qu'au front européen évidemment, parce que voilà, les combats sont terminés, donc on se dit voilà. En fait, c'est souvent les plus intéressants parce que levé de la censure et les gars se lâchent. Et ils racontent toutes les anecdotes, tout, parce qu'ils veulent préserver ça, c'est encore frais dans leur mémoire, ils veulent raconter à la maison tout ce qu'ils ont vécu, et maintenant que les combats sont terminés, il n'y a plus vraiment de raison d'inquiéter la famille, donc on y va. Donc souvent, là, on a des témoignages passionnants. Mais celui-là est particulièrement intéressant parce que regardez la date. En fait, c'est une lettre qui a été écrite à San Francisco le 8 décembre
1941, à 11h du matin. Et en fait, l'attaque de Pearl Harbor a eu lieu vraiment quelques heures plus tôt. Et cette lettre, du coup, a été écrite dans une base aux États-Unis qui faisait face à l'océan Pacifique et qui à tout moment pouvait se faire attaquer par des Japonais. Ok ? Qu'est-ce qu'il écrit dans cette lettre ? Eh bien, vous allez voir que c'est assez étonnant. Lundi 8 décembre, 8h du matin. La moitié de nos canons de 155 mm ont été installés ici. Le reste a été envoyé à 80 km le long de la côte. Le nombre de sentinelles a été triplé et ils ne rigolent pas. Pour la première fois, on a même des balles pour nos armes. Je ne porte pas de fusil parce que ça m'encombrerait. Je suis supposé avoir un pistolet, mais je n'en ai pas car il n'y en a pas. Parmi les autres équipements que j'étais incapable d'obtenir, un sac de couchage, une musette et un masque à gaz. La guerre ne peut pas durer éternellement, et même si on doit supporter la saleté et la souffrance quelque part sur cette côte, j'imagine qu'on doit s'estimer heureux. Est-ce que ce n'est pas mieux que d'être en plein cœur de la bataille où nos chances de survie ne sont pas très bonnes ? Je me demande parfois si on se porterait vraiment mieux en sachant ce qui nous attend. Resterons-nous ici ou serons-nous envoyés à l'étranger ? Donc, outre le côté déjà qui est à mille lieues aussi de ce qu'on imagine des Américains qui sont prêts à sauver le monde, on a surtout pour beaucoup des jeunes qui démarrent dans la vie et qui font leur service. Alors lui il était déjà dans l'armée avant Pearl Harbor, mais qui en fait ont envie de faire des études et puis fonder une famille et puis simplement avoir la chance que nous on a eu. On voit un soldat qui est pas très motivé à l'idée de partir au combat, mais surtout un soldat qui raconte absolument tout de ce qu'il y a autour de lui. Et là, on a aussi un cliché instantané de l'état de l'US Army en 1941, parce que nous, on a gardé en mémoire l'armée surpuissante, la machine de guerre qui nous a libérés, mais quelques années plus tôt, cette armée, elle était minuscule. C'était à peine 200 000 hommes, mal équipés, des armements qui datent de la Première Guerre mondiale, et surtout, on voit, il dit carrément, il n'a pas de fusil parce que c'est trop encombrant, alors qu'il défend quand même la côte pacifique. Et il n'y a pas de pistolet. Il n'y a pas de pistolet, il n'y a pas de masque à gaz. Alors aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas eu d'attaque au gaz pendant la Seconde Guerre mondiale comme dans la Première, mais à l'époque, ils n'en savaient rien. À tout moment, les Japonais auraient pu lancer une attaque au gaz sur la côte et puis envahir les États-Unis. Donc ça montre l'état déplorable de l'US Army et surtout ce qui est hallucinant, c'est qu'il raconte tout dans la lettre, la disposition des canons. Et là, je vous ai fait une version courte, mais il raconte absolument tout. Donc si ce courrier vient d'être intercepté, pour les Japonais, c'est une mine d'or. Donc ça explique l'intérêt de la censure, en fait, qui a été mise en place peu de temps après ça. Il le dit d'ailleurs dans une lettre. Bon, j'en profite pour tout vous raconter parce que bientôt, dans quelques jours, je pourrais plus en dire autant. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et il y en a qui, une fois la censure mise en place, avaient quand même envie de raconter des choses, alors sans non plus risquer de tout raconter comme certains l'ont fait, heureusement, sinon j'aurais jamais pu écrire de bouquin là-dessus. Mais certains essayaient de trouver des stratagèmes pour en faire savoir un maximum à leur famille sans se faire pincer par les censeurs. Même si en vrai, ils risquaient pas grand-chose. C'est la lettre un peu découpée, un peu noircie, des fois coupée en deux avec la partie qui va pas qui s'en va, ou des fois elle est juste déchirée et puis le gars, tiens, tu me l'as réécrit quoi. Il n'y avait pas de risque plus grand que ça. Mais bon, le lien avec la maison était important, il préférait pas prendre de risques. Et donc il y en a certains comme Ray Halm, qui est au Second Ranger, donc il y a une unité qui est d'élite et qui était parfois tenue vraiment au secret pour des opérations comme le débarquement en Normandie par exemple. Il avait mis en place tout un système de code avec sa femme dans sa signature pour lui faire savoir où il était ou où il allait. Voilà. Donc chaque signature en fait avait une destination associée, c'est quelque chose qu'ils avaient mis en place avant qu'ils partent au combat. Et typiquement, donc c'est ça qui a donné son titre à mon premier bouquin, c'est Till Victory. En gros, on part pour l'Allemagne. Et c'est le message qu'il a envoyé quand il partait d'Angleterre, juste avant le jour J. Mais il avait prévu un petit peu toutes les possibilités, même la Russie, même la Somalie, le Guatemala, et la liste est encore longue, là c'est un extrait. Donc voilà, ça c'est assez intéressant de voir comment ils essaient de contourner justement cette censure. Voilà, maintenant il y a aussi un autre filtre, et c'est le premier en fait, c'est l'autocensure. Donc là on a un témoignage pareil, j'ai pas encore recherché sa famille, ça va se faire dans les mois qui viennent, d'un soldat de la 89e division d'infanterie en Allemagne. Il écrit à sa mère: ton intuition de femme doit être en ébullition pour avoir trouvé ce « maman mourrait si elle savait où je suis maintenant ». Comment l'as-tu deviné ? Je pense que j'ai sous-estimé ta capacité à l'encaisser.
Désormais, tu peux t'attendre à un compte-rendu parfaitement franc de mes actions. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux après tout. Pour citer un exemple, l'un des gars de ma section a été égratigné par un éclat d'obus et il a écrit à la maison à ce propos. Il a bien fait de le faire car sa lettre a devancé le télégramme du ministère de la Guerre qui disait simplement « blessé au combat ». Pas mal, non? Ce n'était même pas une vraie blessure. En fait, les soldats ont ce choix à faire. Est-ce que je raconte vraiment mon quotidien ou est-ce que je préserve mes proches? Et c'était toujours le dilemme parce qu'ils avaient besoin de se confier, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit et ils savaient que ça ferait du mal à leurs femmes qui s'inquiétaient déjà suffisamment à la maison, mais parfois il y a besoin de le faire. Et là c'est intéressant parce qu'il y a en plus ce côté finalement autant que je dise tout et que sinon elle va se faire des idées et puis ça va être encore pire. Et à ce sujet, un autre témoignage un peu du même genre et qui parle aussi des failles dans la censure. Günther Alf, qui a un nom très allemand parce qu'il est allemand en fait, c'est un soldat allemand engagé dans l'armée américaine. Il est né à Düsseldorf. Le censeur nous a engueulés parce qu'on écrit trop. Il m'a dit qu'il allait m'envoyer faire une marche de 15 km par jour et des exercices de nuit pour m'occuper. Il plaisantait, j'espère. Le censeur est mon pote, nous sommes de bons amis et il ne censure pas mon courrier. Tout ce qu'il fait, c'est signer son nom sur l'enveloppe et il signe même mes enveloppes avant que j'écrive les lettres si je lui demande. Donc ça montre déjà le côté voilà, que personne en fait avait envie de s'embêter avec la censure. Donc ça arrangeait tout le monde finalement quand elle n'existait pas. Et il décidait voilà, voilà, parfois c'était quand même nécessaire de raconter. Donc il a été blessé en fait du coup en novembre 44 pendant la bataille près de Metz. Il écrit: j'envoie à la maison une médaille Purple Hearts qu'ils m'ont donnée, donc c'est la médaille des blessés. S'il te plaît, ne panique pas. Je l'ai eu pour une petite égratignure. Tu sais, ils en donnent pour à peu près n'importe quoi. On a été terriblement occupés ces 10 derniers jours, donc il faudra que tu m'excuses. Je me considère même extrêmement chanceux d'être toujours capable de simplement écrire. Je n'ai jamais été emballé par l'infanterie, mais j'ai découvert qu'ils ont les hommes les plus courageux au monde. J'aurais aimé avoir les tripes que certains ont. Ne laisse jamais qui que ce soit te faire penser le contraire. Il n'y a qu'une seule organisation qui gagnera cette guerre et c'est l'infanterie. Ne t'inquiète pas trop pour moi parce que je reviendrai. Prie pour moi, j'ai prié plus au cours des derniers jours que je ne l'ai jamais fait avant et ça aide. Et là c'est intéressant parce que en fait, d'un côté il dit surtout t'inquiète pas, mais en même temps, voilà. Et en fait Betty, donc sa femme, qui était encore en vie il y a 3 ans et qui était une femme absolument adorable. Je me rappelle, elle m'écrivait depuis son iPad, mais elle n'arrivait pas à le faire marcher, donc elle m'envoyait des mails, c'était n'importe quoi. Mais elle était hilarante et elle me racontait justement à quel point elle s'inquiétait de ne pas avoir de ses nouvelles, parce que des fois il partait en opération ça durait plusieurs semaines où elle n'avait pas de nouvelles de sa part et elle ne savait pas ce qui se passait. Et des fois elle recevait en effet un télégramme qui disait qu'il avait été blessé et en fait il avait reçu un tout petit éclat sur le bout du nez. Et voilà, elle s'imaginait évidemment qu'il avait une jambe arrachée ou un truc comme ça. Donc pour le coup, les soldats ont vite compris que finalement, il valait mieux des fois raconter son quotidien pour que la personne puisse se projeter un petit peu et comprendre que voilà, de toute façon, c'est comme ça, c'est la guerre. Mais je fais attention à moi, je fais de mon mieux pour rentrer à la maison, mais voilà, tout le monde était très réaliste sur la réalité de la guerre. Du coup, pour en revenir à ça, à cette difficulté, ces obstacles pour publier des lettres, donc le plus difficile c'est évidemment de trouver des témoignages intéressants. L'autre difficulté, c'est que pour publier des témoignages comme ça, des lettres de guerre qui sont, je vous le rappelle, écrites qui n'ont pas vocation à être publiées, c'est des correspondances privées, il faut l'accord des ayants droit. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'ouvrages qui sont sur les lettres de soldats. La plupart des livres que vous allez trouver sur le sujet, c'est souvent la famille elle-même qui va publier les lettres de papy pendant la guerre et qui va en faire un petit bouquin auto-édité. C'est pas forcément très intéressant parce que en fait c'est juste parce que c'est les lettres de papy, c'est pas forcément parce que c'est des témoignages très intéressants, mais c'est rendre hommage à papy. Mais surtout il n'y a pas le problème des droits vu que finalement c'est eux les ayants droit. Moi ma difficulté, c'était de trouver les autorisations pour publier toutes ces lettres. Et il a fallu du coup que je retrouve plus de 100 familles à travers le monde pour les différents bouquins. Ce qui est en fait une tâche colossale, surtout au début quand j'avais encore rien sorti et qu'ils se demandaient pourquoi il y a ce petit français qui a les lettres de papy, on ne sait même pas comment elles sont sorties du grenier et puis en fait il nous contacte de nulle part pour en faire quelque chose. Bon, maintenant il y a une recherche Google et c'est bon, mais il a fallu des fois batailler pour avoir leur confiance, leur expliquer mon projet, pourquoi je le faisais et puis avoir leur accord au final pour les publier.
Des fois c'est pas possible, donc des fois les soldats restent anonymes, il y a juste le prénom qui est donné et la division. Mais tous ceux qui sont identifiés, j'ai pu retrouver une petite fille, un fils, donc voilà, et puis ça m'a permis d'en apprendre plus sur eux également. Parfois avoir des photos supplémentaires, des lettres supplémentaires. De leur faire savoir aussi ma démarche, le projet, évidemment les tenir au courant. Il y a aussi, je trouve que c'est naturel, c'est normal, ça se fait. Et voilà. Mais c'est un des plus gros obstacles. Donc la méthode, elle est la suivante. Comment on travaille avec ces sources primaires? Donc la première étape, c'est la plus agréable, j'ai envie de dire. C'est fouiller, c'est chercher, et c'est beaucoup d'heures passées sur eBay, sur des sites de vente aux enchères auprès d'autres collectionneurs, etc. À parcourir ce qui est mis en vente et puis essayer de lire, essayer de trouver des indices sur est-ce que cette lettre peut être intéressante. Des fois c'est au hasard total, hein, on va acheter un lot de lettres, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et puis finalement on s'ennuie ferme pendant plusieurs heures parce que c'est que ça parle du jardin à la maison et puis voilà, du cousin machin qui a gagné un tournoi de trucs. Voilà, donc on perd beaucoup de temps. Après, évidemment, il y a des astuces, hein. Forcément, un officier qui sent sur son propre courrier, ça a souvent des avantages. Déjà, il peut se permettre de raconter plus de choses. Il est aussi beaucoup plus conscient de ce qui se passe sur le champ de bataille, parce qu'il y a aussi ça, hein, qui est à prendre en compte, c'est que le simple soldat, en Normandie, il sait qu'il est en Normandie. Et encore, des fois, il sait qu'il est en France. Il ne sait pas du tout dans quel bled il est. De toute façon, c'est pas son problème. Lui, il doit aller dans le champ suivant. Donc, avoir des discours philosophiques sur la guerre, on peut en avoir quelques-uns, mais avoir une analyse de la bataille en temps réel d'un simple soldat, c'est pas possible, hein. Un officier, il est quand même beaucoup plus au courant de ce qui se trame. Donc souvent on a des lettres, si on cherche du contenu sur le déroulé de la bataille qui est quand même beaucoup plus intéressant. Donc il y a quelques petites astuces comme ça qui permettent de trouver du contenu intéressant plus facilement. Et puis évidemment quand vous avez fini par donner des milliers d'euros à un vendeur sur eBay, au bout d'un moment il finit par vous réserver quelques lettres de côté. Les parcours de leurs auteurs. Donc ça c'est ce que je vous exposais par rapport à la lettre de Leonard Wood, hein, la lettre d'amour. C'est qu'il faut toujours resituer les lettres dans leur contexte. Donc avec la date où elle a été écrite, l'unité, on arrive à savoir à peu près, ok, cette lettre, elle a été écrite à tel endroit, il se passait telle bataille, il se passait ça à ce moment-là. Ça a un autre intérêt, c'est que ça permet de lire entre les lignes. Parce que si des fois les soldats ne disaient pas vraiment noir sur blanc ce qui se déroulait, ils laissent quelques indices qui permettent de comprendre, waouh, il va pas bien, il s'est passé un truc. Et en fait, en faisant des recherches, on sait que le gars, il est rincé parce qu'en fait, son unité a perdu la moitié de ses hommes dans une attaque qui a échoué. Voilà. Donc, toujours les resituer dans leur contexte. Et ça, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut aller faire des recherches dans les rapports d'unité, les historiques, les morning reports, tout un tas d'archives qui sont disponibles aux archives américaines ou voilà, pour les Britanniques, c'est plus compliqué. Elles sont pas aussi ouvertes que chez les Américains. Et puis chez les archives françaises, faut être patient parce que ça met 4 mois à arriver, donc bon, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est du temps, ça prend du temps et c'est pour ça que je peux pas sortir un bouquin par an malheureusement. Ensuite, il y a toute la partie écriture et mise en page. Donc essayer de faire quelque chose de cohérent avec toutes ces informations, ces masses d'informations, et essayer de savoir ce qui est pertinent, ce qu'on va garder, ce qu'on va pas garder. La mise en page, donc mettre tout ça en forme pour que ce soit sympa. Et ensuite vient la dernière étape. Pourquoi la recherche des descendants, c'est la dernière étape? Ça concerne que moi, c'est juste que j'ai pas envie de donner de faux espoirs à une famille et lui dire ah bah super, je rends hommage à papy, etc. Puis en fait me rendre compte que finalement son parcours est pas si intéressant, que les lettres sont ennuyantes au possible et que du coup bah j'ai pas envie de lui dire non bah finalement peut-être pas le faire. Donc voilà, ça arrive toujours en dernière en dernière phase. Donc voilà, c'est les 4 étapes pour utiliser une lettre qui sort de nulle part. Et alors, il y a peut-être l'étape 0, mais ça me concerne pas parce que c'est la question à la dernière étape qu'on me pose le plus fréquemment, c'est mais comment vous avez eu ces lettres? Et en fait, la réponse, elle est toute simple. Vous avez aujourd'hui, c'est le sujet actuel, hein, là on parle de dernière grande cérémonie, de dernière grande commémoration avec des vétérans, c'est que là on est en train de perdre les derniers, qu'on a eu une hécatombe là sur les dernières décennies, et qu'évidemment c'est le cycle de la vie, et que du coup quand ils décèdent,
toutes les affaires partent chez des antiquaires. Des fois, il y a des lettres dans un tiroir de commode, etc. Les antiquaires, hop, ils trouvent ça, ils splittent ça, ils vendent ça sur eBay, etc. Et voilà. Et souvent, les familles ne sont même pas au courant que les lettres étaient là. Souvent, elles n'en ont même pas connaissance parce que c'était planqué dans les affaires de papy. Et du coup, ça ressort de l'oubli. Donc voilà. Donc, ça dépend chez qui ça tombe. Il y en a qui séparent ça pour le profit et qui se font de l'argent avec. Et puis des fois, ils ont de la chance, ça tombe chez moi et puis j'ai envie d'en faire un truc. Voilà. Donc, typiquement, c'est ce qui s'est passé pour Otis Hewitt, donc du coup, qui est le capitaine qui est mis à l'honneur dans le dernier ouvrage Till the Job is Done. Ça, c'est la boîte à chaussures que j'ai récupérée sur eBay aux enchères. Là, pour le coup, le Covid a été bénéfique parce que je pense que les gens étaient en panique à ce moment-là et j'aurais jamais gagné les enchères sur un truc comme ça parce que 4e division, 8e régiment, ceux qui connaissent un peu, c'est ceux qui ont débarqué sur Utah. C'est une unité qui est très populaire et du coup, forcément, en général, les enchères ont tendance à s'envoler. Et là, pour le coup, comme tout le monde était en train de se dire c'est la fin du monde, on va tous mourir, peut-être qu'ils préféraient acheter de quoi se faire un bunker chez soi, des masques et voilà. Donc, j'ai gagné par miracle ce lot. Après, je vous avoue que c'était à l'aveugle total. Je ne connaissais pas le contenu des lettres. Je savais que c'était une unité populaire. Je voyais qu'il y avait beaucoup de courriers. Je voyais sur l'annonce qu'il y avait quelques photos, qu'il y avait quelques documents en plus. Je voyais aussi des bouts de magazines qui dépassaient. L'annonce ne montrait rien du tout. C'était vraiment un coup au hasard. J'ai reçu ça. Puis j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dedans. Il y a beaucoup de lettres. Il y en a 250 au total. Donc moi j'ai dit allez c'est parti, je vais me faire un café. Et puis déjà je me rends compte qu'il écrit très bien, donc déjà une belle écriture c'est quand même plus agréable que ce que je vous ai pu vous montrer avec l'officier britannique. Je sais que je vais y passer peut-être un peu moins de temps, ça va être peut-être un peu plus sympa. Mais bon, première déception, image suivante, il a pas fait le débarquement. Mince. Une unité quand même connue pour son débarquement sur Utah et tout. Je me dis chouette, dommage, ça part mal. Maintenant, au final, plus tard, je me suis dit mais en fait c'est génial en vrai. Parce que moi ce que je veux c'est raconter vraiment ce que traversaient ces soldats. Le quotidien du soldat et surtout dans sa manière le plus globale. Il faut savoir c'est que la plupart des gars qui ont débarqué sur Utah, ils n'ont pas vu la fin de la guerre. Et que déjà, quelques semaines plus tard, la plupart des gars dans cette unité, c'était des remplaçants. Et c'est le problème avec les unités de première ligne, c'est que c'est celles qui se prennent tout et que le taux de perte est énorme. Donc il y a un turnover qui est hallucinant. Et du coup, cette unité, elle est célèbre pour plusieurs raisons, mais aussi parce que elle a beaucoup souffert en Normandie. Et en fait, Otis, son parcours, c'est celui de millions de soldats, qui est un parcours finalement absolument classique et qui est justement à des années-lumière de l'image qu'on se fait du soldat qui débarque en Normandie et qui va faire toute la guerre et qui va mettre le couteau sous la gorge à Hitler, quoi. C'était pas du tout ça la réalité et en fait l'espérance de vie pour un soldat en première ligne elle était de quelques semaines. Donc en fait on a un parcours très classique et justement il va même pas voir la fin de la guerre lui parce qu'il va être blessé après un gun. Donc en fait on a un parcours qui est qui est pourtant assez long pour un soldat parce qu'il a quand même fait à peu près, je compte très mal aussi, il a fait 5 mois au front peut-être, ce qui est énorme. C'est énorme. Et j'ai des témoignages de soldats qui disent j'ai été blessé au bout de 28 jours, je suis à l'hôpital, mais crois-moi, c'est beaucoup plus que la plupart des gars. Et en fait, il y a très peu de gars qui ont tout vu, surtout ceux qui étaient en première. Les gars à l'arrière, oui, ils peuvent faire 5 ans de guerre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand on parle d'unité comme ça, c'est une belle longévité pour un soldat en première ligne. Donc voilà. Ça, c'était ma première déception, mais que finalement, j'ai pu y trouver un côté positif. Et finalement, je me dis, en fait, c'était ça, la réalité de la guerre à l'époque. Et ma deuxième surprise, là pour le coup très positive, c'était la qualité du témoignage. Et ça, c'est une des premières lettres que j'ai lues et qui m'a tout de suite marqué. C'est qu'il écrit « On dit qu'un bon Allemand est un Allemand mort, et je le crois vraiment. Au début, cette unité ne faisait pas de prisonniers allemands. Le jour J, ils ont trouvé 5 de nos parachutistes pendus dans une grange et transpercés à la baïonnette, alors ils ont tué tous les Allemands qu'ils ont rencontrés. Il y a encore beaucoup de prisonniers qui partent à l'arrière sous bonne garde et qui n'atteignent jamais leur destination.
Essaye d'imaginer si tu peux ce que nos gars ressentent quand un foutu sniper allemand caché dans une haie ou une autre planque descend 8 ou 10 de leurs copains. Puis une fois qu'il est encerclé, isolé, que nos bazookas le manquent de peu, il sort les mains en l'air en criant « Camarade, camarade !» Crois-moi, ils n'ont pas beaucoup de pitié pour lui. Ils détestent les snipers plus que tout et je les comprends parfaitement. Ça, c'est un des premiers témoignages qui sort une fois qu'il a rejoint son unité. Et il l'écrit dans sa lettre, et on est en train de parler d'un crime de guerre là. Bon, il s'auto-censure, c'est pas un problème, ça peut quand même être censuré à la base, mais il est quand même, ça pourrait poser des gros problèmes à l'unité. C'est un témoignage qui est extrêmement rare aussi, ça, et qui est passionnant. Et là, quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, ouais, en fait, il y a moyen que ce soit intéressant. Et en fait, je me suis aperçu que la totalité de ces témoignages, c'était que ça. Et en fait, à chaque fois, je mettais une lettre de côté en me disant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera pour un prochain bouquin. Et en fait, toutes ces lettres sont de cette qualité. Et je me suis dit, mais c'est hallucinant. Et en fait, j'avais jamais vu autant de courriers intéressants dans un même lot. Et finalement, il y a toute une histoire à raconter. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un bouquin uniquement sur lui. Mais voilà, on a aussi le quotidien du soldat en Normandie, dans le bocage, avec les snipers. Voilà, c'était un piège mortel dont ils avaient beaucoup de mal à s'extirper. Et ensuite, j'ai découvert aussi d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que la Normandie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi ça, hein, quand on cherche à parler de toute la guerre, qu'on cherche à multiplier les unités, qu'on va étudier des lettres de soldats néo-zélandais, sud-africains. En fait, on découvre des fronts, des fois, dont on n'a jamais vraiment entendu parler, où on ne s'est pas beaucoup intéressé, mais finalement, c'était la même expérience partout. C'était cette même expérience de jeunes gars qui étaient terrifiés, qui se prenaient les mêmes obus, qui entendaient les mêmes balles siffler à leurs oreilles. Et on a des témoignages qui sont assez similaires. Et surtout, on découvre aussi que, évidemment, la Normandie, c'est populaire, hein. Le cinéma l'a rendu populaire. Il n'y a pas eu qu'un seul jour J, il y en a eu plein. Il y a eu plein de débarquements. Il y en a eu en Afrique du Nord, il y en a en Italie, il y en a eu et qui étaient parfois encore plus meurtriers. Hein. Je pense au même chez nous, au débarquement de Dieppe avec les Canadiens. Donc en fait, cette histoire, elle m'a aussi fait découvrir une bataille qui est injustement oubliée, qui est la bataille de Hurtgen. Voilà, forêt de Hurtgen. Il y en a beaucoup qui ont entendu parler de la forêt de Hurtgen ici ? Pas beaucoup. Et bien pourtant, c'est la plus longue bataille de toute l'histoire de l'US Army. Elle a duré presque 6 mois. Elle a été épouvantable dans des conditions atroces. Et elle a été complètement éclipsée par la bataille des Ardennes, qui s'est un peu chevauché, mais en gros qui a volé la vedette à la bataille du Hurtgen. Et elle est complètement oubliée par l'histoire. Et en fait, c'est une histoire qui est fascinante. Et lui, il a participé à cette bataille, il la raconte dans ses lettres, et c'est absolument terrifiant. Et pour avoir visité cette forêt, encore aujourd'hui, je peux vous assurer qu'elle fait flipper. C'est un endroit où la lumière ne passe pas. C'est une forêt qui est d'une densité et qui est sinistre au possible, et qui était bourrée de pièges, avec des couches de mine sur mine sur mine, de l'artillerie qui faisait éclater les arbres et qui envoyait des éclats de bois partout. Si vous avez vu le documentaire Till the Job is Done, il y a un vétéran de la 28e division qui livre des témoignages extrêmement prenants sur l'enfer qu'a été cette bataille. Et voilà. Et Otis les raconte dans ses lettres, et en grand détail encore une fois. Et il faisait même des petits dessins, comme celui-là, où il décrit son abri. Donc ça, c'est un dessin d'Otis tiré d'une de ses lettres. Ça nous donne tout un tas d'informations, alors qui étaient connues, hein. On savait comment les soldats fabriquaient leurs abris, mais en gros aujourd'hui il ne reste plus que ça de ces abris, donc ce qu'on appelle des foxholes, et qui était la maison du soldat. Et ça c'est pareil, si on ne sait pas ce qu'est un foxhole, on ne comprend rien des conditions de vie du soldat, en fait, qui vivait dans un trou en permanence, qui était souvent rempli d'eau, de neige, de boue, et voilà, il le partageait parfois quand il avait de la chance, avec un ou deux autres copains. Mais la solitude, je peux vous assurer, déjà dans cette forêt, elle est pesante. Mais alors quand il y a les obus, l'odeur de la mort, la pénombre, et qu'on doit vivre dans un trou comme ça pendant des mois, avec le taux de perte qu'il y avait dans cette bataille, et ben là on réalise vraiment ce que c'était les conditions de vie du soldat, et qui étaient bien pires encore que ce que les soldats ont pu vivre en Normandie. Donc voilà, c'est en ça que c'est passionnant aussi d'étudier ces courriers-là. Et puis, on parlait de censure. Là, il y a eu un exemple très concret de censure qui est absolument fascinant. C'est cette lettre qui a été écrite le
Bon, vous connaissez un petit peu l'histoire quand même. Le 25 août 1944, libération de Paris. La 4e division, elle a accompagné la 2e DB dans Paris. Et Otis a fait partie des premiers Américains à y rentrer. Sauf qu'il n'avait pas le droit de dire où il était. Donc, on a une lettre quelque part en France, le 25 août 1944, et il raconte la libération d'une grande ville, en détail, avec les gens qui sont heureux, qui jettent des fleurs, les femmes qui tendent les bébés, qui demandent à être embrassés, etc., qui jettent au cou des soldats, et puis aussi les prisonniers allemands qui sont sous bonne garde, mais qui se font quand même tabasser par les civils, qui sont dans une rage absolue, et ils font tout leur possible pour éviter que les soldats allemands se fassent trucider par des civils en colère, mais littéralement trucidés. Mais par contre, on ne sait pas où c'est, sauf qu'Otis, il a été malin. Il a joint à sa lettre cette page du Stars and Stripes de la veille. Donc je la déplie délicatement, hein, mais vous voyez l'état un petit peu. Bon, elle a voyagé hein, dans le temps et dans l'espace. Et en fait, vous remarquez qu'à 2 reprises, il a souligné le mot Paris. Donc là, l'indice est plutôt évident. Et c'est comme ça qu'il a contourné la censure. Mais bon, en vrai, la lettre en elle-même n'est pas censurée, donc de toute façon, il aurait pu dire qu'il était à Paris, ça n'aurait rien changé du tout. Mais voilà, comme quoi, la censure, ça reste un mythe. En théorie, elle s'appliquait, elle devait s'appliquer. Dans les faits, heureusement, on trouve des témoignages qui sont particulièrement intéressants. Voilà, on arrive à la fin. Je vais vous expliquer comment on traite un courrier qui arrive dans nos mains la première fois. Comment, à partir de quoi on part finalement. Et là, dans le cas d'Otis, finalement, rien que l'enveloppe déjà nous donne énormément d'informations. Sur cette enveloppe, on trouve différents éléments. Donc, on a évidemment le destinataire. Bon, c'est pas le plus intéressant, ça nous permet de savoir où le gars vit. Là, clairement, c'est sa femme, Miss Otis Hewitt, hein, c'était comme ça qu'il faisait, c'était Madame Otis Hewitt. Bon, aujourd'hui c'est pas très 2024, mais bon, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Mais ça nous permet de savoir qu'il est originaire de Rutland, dans le Vermont. Ensuite, on a l'expéditeur. Bon, ça c'est le plus intéressant pour démarrer des recherches. Ceux qui font des recherches sur les soldats habituellement pour identifier un objet ou quoi que ce soit. Là, c'est simple, hein, il y a tout. Hein. Capitaine, on a le grade. Bon, là, il a mis ses initiales, mais des fois, on a le prénom complet. Donc, Otis Charles Hewitt. Son matricule. Donc, déjà, à partir du matricule, on va dans les archives et puis on retrouve déjà pas mal d'informations sur sa date d'engagement, etc. Et puis, on a carrément l'unité. En général, c'est ce qui nous manque quand on a un nom, un matricule dans un objet. On se dit, ah, mais j'aimerais bien savoir dans quelle unité il a servi. Ben, l'avantage avec les lettres, c'est que c'est écrit noir sur blanc. Donc, compagnie du HQ, 8e régiment d'infanterie et APO 4. APO, c'est Army Post Office. Chaque division avait son bureau de poste qui suivait la division dans tous ses déplacements et elle était numérotée en fonction, alors de manière générale, il y a quelques exceptions, mais dans la majorité des cas, numérotée en fonction de la division. Donc là, l'APO, c'est numéro 4 pour la 4e division. Et on retrouve également ce symbole d'APO ici, dans le cachet de la poste, avec 9 août 1944, dans le cas de cette lettre, pour la date d'envoi, pas d'écriture. Et ici, on a la fameuse signature dont Günther Alf avait parlé quand il disait que son officier censurait en fait l'enveloppe avant même qu'il écrive la lettre. En fait, ça, c'est l'endroit où le censeur vient apposer sa signature qui dit « Oui, j'ai bien vérifié ce courrier et en fait, il n'y a pas de problème, il peut être envoyé. » Bah, c'est auto-censuré, donc il est officier, donc en fait, il avait le droit de censurer son propre courrier. Donc, on retrouve la signature du capitaine Hewitt. Donc ça, c'est aussi une marque qui dit que y a peut-être moyen que je trouve des choses intéressantes. Mais vous noterez quand même qu'il y a ce tampon qui s'est ajouté. Il y a ce scotch qui s'est ajouté aussi. Alors là, on ne voit pas ici, mais en fait, parce que le truc est parti. Mais là, on crée un peu d'étain et en fait, ici, il est écrit Army Examiner. Et ce tampon, c'est le tampon de la base. Cette lettre, elle a été censurée 2 fois. Bon, en vrai, une fois, vu qu'Otis s'est pas censuré, mais elle a été sélectionnée au hasard à la base pour être censurée une 2e fois. Et je peux vous assurer qu'en fait, cette lettre, elle est intéressante. Donc ça veut dire que même à la base, les censeurs, ils faisaient pas vraiment leur boulot. Imaginez lire des courriers d'inconnus toute la journée à longueur de temps, c'est infernal.
Donc voilà, donc même à la base ils faisaient pas leur boulot, donc cette lettre elle est passée avec plein d'informations. Là par exemple, juste là sur l'extrait, j'ai même pas fait exprès, hein, mais voilà, je suis allé en fait en première ligne plusieurs fois et enfin voilà, et il raconte en fait les conditions en première ligne avec tous les dangers qui s'y trouvent, etc. Et il y a aucun problème pour le censeur, c'est ok. Bon, tant mieux. Donc voilà, comment on analyse déjà, on trouve énormément d'informations, rien que sur l'enveloppe, ça nous permet de connaître la division de la personne, son unité exacte, donc en fait de savoir que à cette date-là, juste en regardant l'enveloppe, la lettre elle a été écrite à tel endroit. Et quand on fait des recherches par exemple sur eBay, qu'on cherche une lettre intéressante, eh ben on peut juste faire une recherche par APO, si on est intéressé par une division en particulier, et puis on regarde les dates d'envoi et on se dit ah tiens c'est la période où cette division elle était dans telle bataille, etc. Il y a peut-être moyen que je trouve du contenu intéressant. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à faire jouer les probabilités en notre faveur pour trouver du contenu intéressant plutôt que d'acheter des lots de lettres au hasard en espérant trouver une pépite qui n'arrive qu'une fois pour 1000. Voilà. Ça fait gagner pas mal de temps. Et la recherche des descendants. Donc pour Otis, ça a été un petit peu compliqué parce que Otis a eu un fils qui n'a pas eu de descendance. Donc sa lignée s'est éteinte. Il avait un frère qui a été tué dans le Pacifique. Et ça, on l'apprend à la fin du livre. Et il parle juste, notamment, pareil, il se confie sur l'effet que ça lui a fait d'apprendre la mort de son frère. Et par chance, ce frère a eu un fils qui est encore en vie et qui a eu d'autres enfants. Et donc en fait, c'est là on rentre dans un travail de généalogie, hein, vraiment. Mais moi je suis obligé, et surtout j'avais une pression énorme, parce que pour les précédents bouquins, c'est pas grave, le gars, bon, je ne retrouve pas la famille, bon, il va être anonyme, tant pis, c'est dommage. Mais vraiment, j'ai tout essayé, des fois ça m'a pris des mois pour retrouver un descendant et j'ai même pas réussi. Mais là, j'ai basé tout le livre sur lui. Donc si je ne retrouve pas sa famille, je suis bien embêté, ce serait dommage d'avoir un anonyme sur lequel on fait un livre. Donc bon, heureusement, j'ai réussi à retrouver du coup Michael, qui est du coup le petit-fils du soldat tué dans le Pacifique, le frère d'Otis, et qui est du coup le descendant le plus proche d'Otis, enfin voilà, son lien le plus direct, et qui a été adorable, vraiment hyper heureux de découvrir le projet et ce que j'allais en faire. Ils ont collaboré avec moi, ils m'ont aidé à recueillir des anecdotes, à faire des recherches dans leurs archives familiales, etc. pour qu'on arrive à construire le portrait le plus complet possible. Et du coup, ils ont fait le déplacement l'année dernière. Il y a des gens qui étaient présents, peut-être là, pour l'avant-première, bah oui. L'année dernière, on a fait l'avant-première du documentaire en leur présence. Ils sont venus depuis le Vermont, où ils vivent toujours, pour venir voir le film. On a fait 2 avant-premières au Normandy Victory Museum et au Airborne Museum. Et du coup, là, je les ai emmenés. On est à Sainte-Mère-Église. Avant d'arriver dans la 4e division, il a été stationné pendant à peu près 1 mois à Sainte-Mère-Église et il allait à cette adresse qui est le boucher où vous avez sûrement déjà acheté des saucisses sur la place du village. Faut savoir qu'en 44, c'était le même, qui était juste à 2 numéros plus loin dans la rue. Ils se sont mis sur la place pour avoir un peu plus d'exposition, mais c'est la même enseigne qui existait déjà à l'époque. Et Otis s'était lié d'amitié avec la gérante du commerce et allait manger tous les midis chez elle. Et il en parlait dans ses lettres et tout. Et donc on est allé manger dans ce restaurant avec les descendants d'Otis 79 ans plus tard. Et c'était un moment extrêmement fort. Donc voilà, comment tout peut partir d'une simple enchère sur eBay pendant le Covid et aboutir à un livre, un film et une amitié extraordinaire avec des gens qui sont en plus adorables et que j'ai grand plaisir à... Et c'est pas fini, parce que là, je vous le dis en exclu, si vous regardez la cérémonie, alors je m'avance, mais normalement c'est le cas, hein, mais bon... on n'est pas à l'abri d'un changement de dernière minute, mais en théorie, voilà, j'ai collaboré avec les organisateurs de la cérémonie du 6 juin à Omaha Beach, où du coup j'aurai le plaisir d'être présent à la cérémonie internationale, et ils voulaient utiliser des lettres comme fil rouge, et une lettre d'Otis sera lue pendant la cérémonie officielle le 6 juin, donc c'est pour moi là l'honneur le plus énorme qu'aurait pu... voilà. Donc imaginez cette famille qui, encore 3 ans, ne se doutait pas que déjà les lettres étaient dans la nature. Ils ne les avaient jamais vues, ils n'en avaient jamais entendu parler de ces lettres. Et que maintenant, on va avoir, je sais pas, peut-être Biden ou je sais pas, qui va lire un extrait d'Otis devant des millions de téléspectateurs. Captain
Otis Hewitt, 4th Infantry Division, United States of America. It was about the life of President Woodrow Wilson and his lifelong attempt to gain a lasting world peace. Of course, as you know, his efforts were all in vain. But I couldn't help thinking how much different life might have been for the whole world if the plan could have been worked out with the wholehearted support of all the nations. Then there never would have been a World War II, as we call it. And just think how wonderful that would have been. And no other wars either. Voilà, donc c'est quand même une aventure absolument extraordinaire et comme quoi toutes ces heures passées à lire des papiers illisibles et pas très intéressants, des fois aboutissent à des aventures absolument extraordinaires. Voilà. Et puis juste pour conclure, on a fait le film après du coup où j'avais la sensation de ne pas être allé non plus au bout du projet parce que c'était chouette de raconter l'histoire à travers ses lettres, etc. Mais il y avait tous ces lieux dont j'avais jamais entendu parler. Carouge, qui est déjà allé à Carouge? Ah oui, quand même, 2 personnes. Mais Carouge, il y a une histoire passionnante là-bas. Enfin, en vrai, j'ai rencontré des témoins, j'ai rencontré une famille qui a accueilli l'unité d'Otis dans sa ferme et qui d'ailleurs m'a raconté, et c'est pareil, on en revient encore à la mémoire, ce qu'on en raconte. Évidemment, tout n'était pas tout noir et tout blanc, et c'est encore une fois resitué dans leur contexte, mais j'ai interrogé la mamie qui était là, et je lui ai dit, mais donc l'unité d'Otis est venue dans votre ferme, c'est super, vous deviez être tellement heureuse d'être libérée, etc. Qu'est-ce que ça vous fait? Et elle m'a dit, ah non, c'était un très très mauvais souvenir. Parce que elle m'a expliqué qu'en fait, on est à Carouge, on est quand même loin des combats, etc. Mais dans un premier temps, mais les Allemands, ils étaient venus en fait pour s'installer. Et ils entretenaient, alors sauf quand il y avait des actes de résistance à côté qui voulaient se venger sur la population et commettre des actes abominables, mais la plupart du temps, ils se comportaient bien finalement, et mieux que les Américains qui ont débarqué dans la ferme. Parce qu'en fait, ces jeunes gars de 18 ans qui venaient de l'autre bout du monde, ils étaient traumatisés par les combats de Normandie, et ils venaient en libérateurs, juste de passage, ils avaient la possibilité de prendre des lits, etc. Ils se gênaient pas, et dans la ferme, ils ont vidé la cave, volé les bijoux, tout pété, tué du bétail pour manger et fait des trous partout. Ils ont fait n'importe quoi et du coup pour elle c'était traumatisant. Et elle en a eu peur, elle était terrifiée. Et en fait, quand on est français, qu'on veut récolter le témoignage d'une habitante qui est libérée et on s'attend à oh, c'était merveilleux, on a sorti les drapeaux, puis on a dansé, on a chanté. Et en fait j'étais un peu surpris, je me dis oh ah bon ouais ok qu'est-ce que je fais, je l'utilise dans le film ou pas? Et en fait oui parce que la réalité c'était ça aussi. Et c'est pas dire que c'était une généralité et que tous les soldats américains se comportaient mal, mais c'est resituer le contexte de l'époque qui avait rien à voir en fait avec l'image qu'on se fait aujourd'hui de la Seconde Guerre mondiale et de la libération. Voilà, donc c'est pour ça que tous ces témoignages d'époque sont extrêmement précieux et nous permettent de remettre l'église au milieu du village. J'ai placé celle-là. Voilà, et donc je suis parti sur ces traces de la Normandie jusqu'à l'Allemagne. J'en ai fait un documentaire de 2 heures qui est complémentaire au livre et qui est dispo sur YouTube si ça vous intéresse. Et il y a le témoignage de cette vieille dame dedans. Voilà. Et je crois que c'est terminé. Non, même pas. Oui, la phrase de conclusion dont je vous parlais, qui est justement la lettre qui devrait être lue le 6 juin. Lettre d'Otis. Tout le problème semble être lié au fait que chaque nouvelle génération doit découvrir par elle-même combien la guerre est terrible, coûteuse et futile, au lieu de profiter des connaissances acquises par celles qui l'ont réalisée à leurs dépens. C'est la 2e guerre mondiale de mon vivant, et je sais que ceux qui ont combattu pendant la première espéraient ne jamais en voir une autre. Je sais aussi que ceux d'entre nous qui combattent dans celle-ci espèrent ne jamais en connaître de nouvelles, mais il se peut qu'il y ait trop de gens de toute nation qui n'ont pas eu l'expérience du combat, qui ne subissent pas ou ne sont pas témoins des conditions réelles de la guerre et qui, pour cette raison, ne la conçoivent pas dans toute son horreur. Peut-être que ceux qui resteront lorsque ce conflit sera terminé pourront élaborer un plan pour y mettre un terme à jamais. Si seulement. Et aujourd'hui, la guerre fait son retour en Europe et finalement, on n'apprend jamais de l'histoire. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une lettre qui a été écrite il y a 80 ans et en fait, elle est terriblement actuelle. Et déjà pour lui, en fait, il y avait déjà des années qui s'étaient passées depuis la dernière et finalement, elle était à nouveau actuelle.
Ils disaient mais pourquoi encore la guerre? Et alors que nous, on a profité de 3/4 de siècle de paix en pensant que ça n'arriverait plus jamais chez nous, et ben on est à 2 doigts peut-être d'une 3e guerre mondiale, qui sait. Et comment on se comportera? Et quels emails on enverra? Donc voilà, je crois que c'était le témoignage de conclusion. Et puis si vous avez envie de creuser un petit peu le sujet, il y a un petit peu de littérature et de choses à voir. Et là, je suis à votre disposition totale pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.